Quand on me disait qu'est-ce que vous voulez faire plus tard, je répondais journaliste et Europe 1. En radio, on peut tout faire. C'est clair que tout est possible en radio. J'ai le sentiment que beaucoup de choses se sont perdues en route. Les patrons dans l'audiovisuel jouent du court terme et pas forcément avec leurs moyens à eux, avec les moyens des autres. Une radio, deux radios, une télé, deux télés, trois télés. C'est quand même pas des histoires banales. Il faut savoir creuser son sillon, en fin de compte, en radio, plutôt que d'aller en chercher d'autres. La différence que j'ai souvent avec d'autres, c'est d'être un auditeur. Et donc ça, je pense que c'est dommage qu'il y ait aujourd'hui peut-être autant de gens qui s'occupent de la radio sans trop s'y intéresser. Ce que font les autres, on ne le fait pas. Et ce qu'on va faire, ils ne pourront pas le faire. Alors là, chapeau. Patrick Meyer, Jean-Paul Baudecroux, Alain Veil, Max Guazzini, c'est des gens qui ont considérablement compté pour moi, à l'évidence. Ouais. Mais une chose qui est sûre, c'est qu'il faut remettre de la créativité, il faut remettre de l'énergie, et il faut être capable de prendre des risques. Et qu'aujourd'hui, par sécurité, peut-être par flemme aussi, les dirigeants de radio ont plutôt tendance à faire tous la même chose au même moment. Là, par sa simplicité, par sa spontanéité, par son naturel, certainement son côté le plus humain, la radio doit retrouver ce chemin-là. Parce qu'en effet, moi, j'ai pas vu grand-chose de neuf ces dernières années en radio. Alors là, chapeau. Un podcast audio et vidéo de et avec Philippe Chapeau. Radio House. Alors là, chapeau, le podcast B2B qui salue celles et ceux qui ont façonné ou façonnent l'audio d'hier, d'aujourd'hui et de demain, cette semaine. Laissez-moi saluer de mon haut de forme Franck Lanoux. Bonjour Franck. Bonjour Philippe. Après t'avoir deep searché, voilà ce que l'Internet sait de toi. Ce podcast vous est présenté par podcastai.com. Podcaster mieux, plus vite, plus intelligemment. Notre invité d'aujourd'hui est un homme dont la vie entière semble avoir été guidée par la magie des ondes. Un homme qui n'a pas seulement travaillé à la radio, mais qui l'a pensé, façonné et même réinventé. Pour comprendre Franck Lanoux, il faut remonter à l'enfance. Imaginez un petit garçon parisien fasciné par les grandes stations de l'époque, au point d'aller, je cite, lécher les vitres des studios d'Europe 1 et de RTL. Un enfant si passionné qu'il construit sa propre radio pirate dans sa chambre, Radio Soleil. La vocation était née et elle ne le quittera plus. Cette passion s'est vite doublée d'une audace folle. Sa carrière, il ne la doit pas à un parcours classique, mais à son culot. Un soir, à une fête chez le grand Claude Nougaro, il repère le patron de RFM, Patrick Meyer, et va simplement le voir pour lui parler de radio. Le culot paie, il décroche un stage, puis un poste, la machine est lancée. Après des années formatrices où il participe au développement de géants comme Énergie, Chérie FM ou Rire et Chanson, vient le défi de sa vie. En 2000, son complice de toujours, l'entrepreneur Alain Veil, l'appelle pour une mission quasi impossible. Ressusciter RMC. À l'époque, RMC n'est plus qu'une légende oubliée, une station à l'agonie avec moins de 2% d'audience. Ensemble, depuis un simple sous-sol, ils vont orchestrer l'un des plus grands comebacks de l'industrie des médias français. Leur idée est une révolution, transformer RMC en une radio d'opinion, de débat, où la parole est rendue aux auditeurs, le fameux format info, talk, sport. Le succès est fulgurant, mais il dérange. Les élites parisiennes regardent ce projet avec mépris, c'est surprenant, et surnomment RMC la radio bière chauffeur de taxi. Une insulte. Pour Franck Lanoux, c'est une médaille, il l'assume, il revendique. Il a compris avant tout le monde qu'une partie de la France se sentait ignorée des médias traditionnels. Comme il le dit lui-même, il a voulu rendre l'antenne à ceux qui n'ont pas la parole, quitte à bousculer les élites qui se sentent propriétaires de l'outil d'expression. Aujourd'hui, Franck Lanoux n'est plus aux commandes, mais il continue de défendre ce média qui a été toute sa vie, notamment à travers son dictionnaire amoureux de la radio. Architecte, stratège, artisan et surtout passionné, Franck Lanoux
ça correspond plutôt bien à ce que Deep Search, tu sais, cette IA qui va chercher un peu les informations. Est-ce qu'il manque des choses? Est-ce qu'il y a des choses erronées? Non, une seule chose peut-être, je suis pas parisien, je suis versaillais. Ah. C'est pour ça que la radio s'appelle Radio Soleil, parce que c'était un clin d'œil au Roi Soleil. Mais à part ce petit détail, je suis né à Paris, ça c'est sûr, mais très vite, je vais être élevé à Versailles. Et donc, c'est aussi quelque chose qui marque, parce que Versailles, c'est une très belle ville. Et tu parlais d'architecte tout à l'heure. Ça aussi, c'est quelque chose qui me touche. J'aime les vieilles pierres, j'aime construire des maisons. Et ça, c'est une autre passion que j'ai. Et donc, ça a beaucoup aussi compté pour moi. Mais à part cet élément-là, je n'ai rien à redire, si ce n'est les compliments, bien sûr, dont tu es l'auteur. Et je t'en remercie. Alors, je t'enverrai la bio complète qui est assez impressionnante parce que vraiment, c'est une toute petite partie là que j'ai résumée. Hein. L'idée, c'était pas non plus de trop détailler pour rentrer dans le sujet. Donc, Radio Soleil, après... Radio Soleil, je suis en 4e au lycée Hoche à Versailles avec un camarade que je retrouverai après chez Énergie et chez M6. Et donc, on faisait ça sur des cassettes. Avant 80. Ah ben oui, il y a même pas d'onde. On fait ça sur des cassettes. Donc là, on est en 76 et 77, quoi. Et donc, on fait de la radio dans mon placard. Et moi, je m'occupe de la technique et de l'information. Et mon camarade s'occupe de la musique. Et c'est l'animateur principal de notre radio. Mais on fait quoi? On fait 2 ou 3 heures de programme chaque semaine sur des cassettes que personne ne va jamais écouter. Oui, mais je pense qu'il y a pas mal d'acteurs de la radio qui ont fait ça dans leur carrière, qui ont enregistré sur les cassettes et qui ont démarré comme ça. Mais c'était la passion. Le lèche-vitrine aussi, ça a toujours été quelque chose. Non, moi j'adorais. Moi, on écoutait, je pense, beaucoup la radio à la maison. Ensuite, on allait aux émissions publiques. Moi, la personne que j'ai admirée, peut-être le premier, c'était Pierre Bellemare. Moi, j'allais aux émissions publiques en studio. C'est l'avantage aussi d'habiter en région parisienne, où on a une facilité pour aller voir ces émissions. Et donc là, j'ai fait des émissions RTL, à Europe surtout. Moi, j'étais principalement Europe 1. C'était un peu la radio préférée d'époque, qui était aussi peut-être plus active, plus jeune, plus ambitieuse. Et donc, j'écoutais Europe 1, j'étais fan d'Europe 1. Et donc, j'allais aux émissions d'Europe 1. Alors avant d'aller du côté pro et recueillir ton expertise, je t'expliquerai pourquoi, quel genre d'interview je fais dans cette émission. On va aller du côté perso. Je trouve que ça permet de mieux comprendre un peu plein de choses, les parcours, la personnalité, puis les choix qu'on peut faire aussi dans la vie. Quel genre d'enfance tu as eu, toi, à Versailles, justement? Comment dire, mon père était directeur commercial d'une société américaine qui faisait de l'aluminium, qui s'appelle Alcoa, donc qui était une grande société mondiale, et c'était en France. Et ma mère nous a élevés principalement, et après elle faisait des petits boulots. Elle passait plutôt elle travaillait beaucoup sur Paris, puis après elle s'est rapprochée puisqu'à Versailles il fallait nous suivre un petit peu avec ma sœur. Donc elle trouvait un travail à Versailles, mais ça n'a jamais été une femme de carrière. Je crois qu'elle a essentiellement organisé sa vie autour de nous. Et je sais que ça aussi, je lui dois beaucoup parce que quand moi j'arrête tout à 20 ans pour d'abord me débarrasser du service militaire, parce qu'à l'époque on devait le faire, et puis que j'ai eu cette rencontre avec Patrick Meyer et que j'ai pu commencer comme bénévole à RFM en 82. Bon, pour les parents, c'est pas des situations évidentes à gérer. Et là-dessus, je leur tire forcément un très grand chapeau. Mon père est décédé, ma mère est toujours là. Je lui dis, je le rappelle souvent parce que je ne sais pas s'il y a de l'inconscience ou de l'amour dans ces histoires-là, mais une chose qui est sûre, c'est que là, elle m'a laissé faire, ce qui était vraiment pas évident. Voilà, c'est la fin de cette partie d'Alors là, chapeau, disponible gratuitement. C'est déjà fini ? Eh oui, c'est fini. Mais si vous désirez découvrir la suite de cet épisode, retrouvez-nous sur la lettre.pro/ALC en majuscule, ALC. Et souscrivez à un abonnement pour accéder à tous nos contenus. Ah ben d'accord. Ben j'y vais alors.